Bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, une troisième dose s'impose contre Omicron. Le nouveau variant du coronavirus est nettement prédominant au Sénégal. Le CNG a fait le bilan de la riposte et le point sur l'évolution de la maladie en 2021. Affaire de la liste de Yewwi Askan Wi Matam, la Cour suprême tranche en faveur de l'opposition. Les militants exultent à Matam. Sur 10 requêtes, le ministère de l'Intérieur a obtenu en revanche gain de cause sur les 8. Le droit a été rétabli pour l'agence judiciaire de l'État. Malversation à la mutuelle des agents de l'État, le collectif des adhérents accuse le gérant de la mutuelle. On vous explique tout dans cette édition. Et puis en sport, Cannes 2021, les Lions intensifient la préparation. Deuxième séance d'entraînement axée sur le travail physique. Les dernières infos de la tanière, c'est dans la page des sports. Contre Omicron, le CNGE préconise une troisième dose de vaccin, une dose de plus pour lutter efficacement contre les formes graves et les décès. Selon les spécialistes, le nouveau variant est désormais prédominant au Sénégal. Le CNGE a fait le bilan ce matin de la riposte et le point sur l'évolution de la maladie en 2021. Marcel Farba-Maroun et Pape Sangoné Mbaye. Vers une troisième dose de vaccin anti-Covid-19 au Sénégal. C'est ce qui est ressorti de la conférence de presse tenue ce jour dans les locaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Une façon de répondre aux nouveaux variants, notamment Omicron, selon les experts. Le monde est d'accord sur le fait qu'une troisième dose s'impose. Pourquoi? Parce que simplement les études ont été menées très rapidement, bien sûr, parce que Omicron c'est récent. Donc, tout de suite, les gens se sont mis dessus pour essayer de voir un peu comment ça évolue. Et ces travaux-là ont permis de voir que si vous faites une troisième dose, vous arrivez environ à 70% d'efficacité. Et ça, c'est intéressant. Et vous savez qu'au départ, ces vaccins-là étaient à 95%. Oui, donc il faut que le monde, il faut qu'on sache que quand même, on a une arme. Une arme qui n'arrête pas la contamination au coronavirus, même avec la troisième dose. Cependant, l'utilité de la vaccination se mesure sous d'autres aspects. Je vois aussi très souvent les gens dire que la vaccination ne sert à rien contre Omicron. Ça, c'est absolument faux. C'est vrai que ça ne prévient pas l'infection, ça ne prévient pas les formes symptomatiques, ça ne réduit pas la transmission, mais c'est toujours efficace contre les formes graves et les décès. Donc il ne faut pas du tout partir de ce constat pour décourager les gens à se faire vacciner. D'après les chiffres rendus publics ce mercredi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Sénégal a enregistré 156 nouveaux cas de Covid-19 sur 1039 tests effectués. La courbe de la pandémie ne cesse donc de progresser, mais rassure le professeur Seydi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter tant que les cas graves et les décès n'augmentent pas. Et c'est justement là où le rappel s'impose. Il faut certes respecter les mesures barrières, mais il faut surtout aller se faire vacciner. En politique, la Chambre administrative de la Cour suprême a statué sur le recours introduit par l'opposition et le ministère de l'Intérieur concernant l'affaire de la liste de Yewwi Askan Wi à Matam. Eh bien, la Cour a tranché en faveur de l'opposition. Le coordinateur national de Yewwi Askan Wi s'en félicite. Déthié Fall, le voici. Je me réjouis de la confirmation de la décision de la Cour d'appel par la Cour suprême. Encore une fois, féliciter ces magistrats de Saint-Louis qui ont bien voulu lire le droit et faire en sorte que la coalition Yewwi Askan Wi soit présente dans le département de Matam. Donc, je me réjouis de cette décision, mais je reviendrai très prochainement sur les autres dossiers qui sont en cours, parce que le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, avait donné des directives de non-application de certaines décisions de la Cour d'appel. Et il y a d'autres dossiers qui sont en ce moment en traitement et certainement après le verdict, je reviendrai pour donner une position sur ces dossiers-là. Mais pour le dossier de Matam, je me réjouis déjà de cette décision et regretter cette démarche cavalière du ministre de l'Intérieur, supposé neutre, équidistant des coalitions politiques, mais qui a pris de façon volontaire la décision d'intenter l'annulation des listes de la coalition Yewwi Askan Wi dans beaucoup de circonscriptions électorales.
regretter également le fait que la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Matam perd aujourd'hui 47 jours parce que la liste avait été publiée, je le rappelle des autres, notamment la liste de Benno Bokk Yakaar, depuis le 12 novembre 2021. Donc on est aujourd'hui le 29 décembre, donc on part avec 47 jours de retard sur la liste de Benno Bokk Yakaar quand dans l'organisation de notre coalition à ce niveau. Pour dire quand même que c'est une démarche qui a été bien mûrie et c'est malheureux de les voir tordre autant la démocratie et faire en sorte que la coalition ne soit pas présente et bien présente. Mais heureusement que cette décision vient tout remettre en... Et à Matam, les militants de Yewwi Askan Wi exultent. Les candidats de la coalition, quant à eux, poussent un ouf de soulagement. Ali Bandeliang. C'est la grande joie des responsables de la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Matam. La Cour suprême qui vient de rendre son verdict vient tout simplement confirmer celui de la Cour d'appel de Saint-Louis. Rendu le 10 novembre dernier, l'autorité locale fera l'appel qui suspendra la première décision de la juridiction de Saint-Louis. Et ce 29 décembre, la Cour suprême vient délivrer les candidats de Yewwi Askan Wi. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Au moins, voilà, la justice de mon pays vient de rendre un verdict que je me rends compte que tout n'est pas mauvais dans ce pays-là. Si aujourd'hui on voit que les pans entiers de l'administration sénégalaise sont au service exclusif d'un parti, le parti au pouvoir, au moins la justice de mon pays dit non à cela. Donc le droit a été dit, nous avons été rétablis dans nos droits, le préjudice est immense. On a perdu énormément de temps. Il faudrait que justement que le président de la République se rende compte que son administration est minée, que les différentes stations administratives ne sont que des prolongements du parti au pouvoir. C'est dommage. En tout cas, je félicite véritablement la justice de mon pays et je dis que unis nous vaincrons et nous allons jusqu'au bout de la lutte. Mais de toute façon, nous sommes un parti bien organisé, une coalition bien organisée. On n'a jamais perdu espoir, on était en train de travailler, on va continuer. Et justement, on va discuter avec les autorités administratives. Pour le moment, on ne sait pas exactement comment la procédure va être remise en branle. Mais de toute façon, on n'a jamais cessé de travailler. Reste maintenant à savoir si la coalition parviendra à déposer des listes dans chacune des grilles communes du département. Une chose est au moins sûre, avec cette décision de la Cour suprême, tous les yeux sont maintenant rivés vers Bokidjawé, où la candidature de Bantawagé pourrait venir imposer une redistribution des cartes. Et toujours à ce propos, l'agent judiciaire de l'État estime que les cours d'appel se sont trompés sur certaines décisions, raison pour laquelle le droit a été rétabli, selon maître Moussa Bakar Thiam, car sur 10 recours introduits par le ministère de l'Intérieur, 8 ont eu gain de cause. On voit tout cela avec Dissa Prera et Younous Diatta. Sur les 10 recours introduits par l'État du Sénégal à la Cour suprême, les 8 ont été confirmés. Moussa Bakar Thiam estime que dans certains dossiers de l'opposition, les cours d'appel se sont trompés. Et cette nouvelle donne vise simplement à rétablir le droit. Il y a des décisions, décisions dans lesquelles, effectivement, nous avons constaté que les cours d'appel se sont trompés. Et la Cour suprême nous a donné raison parce que sur 10 recours introduits par l'État du Sénégal, les 8 ont été effectivement confirmés. C'est-à-dire que la Cour suprême a estimé que la position de l'agence judiciaire de l'État est la bonne position. Nous avons rétabli le droit. Nous n'avons pas à prendre parti. Nous rétablissons le droit pour que tous les partis politiques, toutes les coalitions de partis politiques soient dans les mêmes conditions. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une faveur à tel parti par rapport à d'autres partis. Donc, raison pour laquelle nous avons introduit ces recours-là. Et nous avons raison, effectivement, sur 10 recours contre des décisions des cours d'appel. La Cour suprême a estimé que les 8 recours sont fondés. Effectivement, nous sommes fondés à introduire ces recours-là parce que les cours d'appel se sont trompés. L'agent judiciaire de l'État estime que dans un contentieux électoral, l'État a un rôle qui consiste à mettre toutes les coalitions de partis ou candidats sur le même pied d'égalité. Si la loi exige aux partis politiques de respecter la parité ou bien de respecter le nombre de conseillers dans les listes majoritaires ou proportionnelles fixées par le décret de son Excellence le Président de la République, tous les partis doivent s'y plier. Il n'est pas possible de faire des dérogations.
La plupart des cas, c'est des listes qui sont déposées sans respecter la parité ou des listes déposées sans effectivement respecter le nombre qui est imparti, qui est imposé pour chaque collectivité locale qui dépend de la population vivant dans la commune. Et donc la plupart des recours, ce sont des recours comme ça, ou des gens qui déposent en retard. Pour rappel, c'est la chambre administrative de la Cour d'appel qui a statué sur les 22 recours introduits par l'opposition et le ministère de l'Intérieur suite au rejet de certains dossiers de candidature par les préfets et sous-préfets. Sur ces 22 recours, le ministère de l'Intérieur a obtenu gain de cause sur les 20. Merci Dissa. L'autre grand titre de cette édition, le collectif des adhérents de la mutuelle des agents de l'État dénonce la gestion des dirigeants de la mutuelle. Les adhérents accusent le gérant de malversation financière. Ils ont tenu une conférence de presse aujourd'hui. Fat Bintou Conté et Gervais Yao. Ils ont été interdits de sit-in. Le collectif des adhérents de la mutuelle de santé des agents de l'État et comme motif, le préfet leur a notifié. La MSAE. Ce matin, à 9h30, nous avons reçu la notification de l'arrêté préfectoral qui dispose qu'en fait, c'est pour des risques de troubles à l'ordre public et d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens qu'il refusait l'autorisation de tenir. Ces adhérents de la mutuelle décrivent la malgouvernance des détournements de ressources dont fait l'objet cette structure depuis l'arrivée du nouveau gérant. Cette transgression se caractérise notamment par une course effrénée vers l'achat de terrain sans pour autant qu'il y ait une matérialité des possessions effectives de ces terrains par la mutuelle. Et souvent, comme c'est le cas à Djibélor, c'est une délibération d'un conseil rural qu'ils ont fait passer comme une acquisition foncière à hauteur de 300 millions. Dans quel pays sommes-nous? Puis, pour ces adhérents, des dépenses sont effectuées au budget pour des montants douteux. Ils sont allés jusqu'à faire réparer leur véhicule personnel par les fonds de la mutuelle à hauteur de 30 millions sur 3 ans. À cet effet, ils interpellent les autorités sur la situation de la mutuelle qui regroupe actuellement 48 000 membres. Ce qui est en train de se passer au niveau de la Poste se passe au niveau de la LONASE, où les gens laissent pourrir des situations de malgouvernance qui amènent les sociétés nationales et les entreprises à la faillite, arrivent à cette mutuelle qui regroupe 45 000 adhérents qui sont des agents de la fonction publique et plus de 200 000 de leurs membres de leur famille. C'est une véritable communauté de souffrance qui est en train de vivre un calvaire. Une marche nationale est prévue par ses adhérents même pour se faire entendre très prochainement. Aujourd'hui, dans des circonstances que nous savons, nous le tiendrons soit au ministère ou ce sera une marche nationale à travers les artères de Dakar pour faire comprendre à l'opinion et à l'autorité qu'il n'est plus possible qu'on accepte le traitement qui nous est fait. Alors maintenant à Kédougou, plus de 3 milliards de francs CFA mobilisés pour combattre l'insécurité, la dégradation de la santé des populations et de l'environnement dans les sites d'orpaillage. C'est le projet national d'encadrement de l'exploitation minière artisanale avec la mise en place d'un centre de traitement de l'or d'une capacité de 400 unités de traitement. Le projet est lancé pour mieux contrôler le circuit de l'or. Voyons tout cela avec Ibrahima Djebaraté. L'utilisation à outrance des explosifs et des produits chimiques par les orpailleurs cause des dégâts énormes aussi bien à l'environnement qu'à la santé des populations. Aux yeux des autorités administratives, c'est l'avenir des générations du futur qui est en jeu. Pas contre l'orpaillage, mais on est contre la façon de pratiquer l'orpaillage. Il nous fallait donc amener une démarche nouvelle. Cette démarche nouvelle, c'est ce projet qu'on est en train de mettre en place pour ramener les gens autour de l'essentiel, pour exploiter sans dénaturer l'écosystème. Ce projet intègre un centre dédié au traitement de l'or issu de l'exploitation minière artisanale. Maintenant, faudrait-il avoir aussi des couloirs au préalable ou des zones légalement constituées pour pouvoir alimenter ces centres. Ça vient à la suite d'un constat. Le constat était que les gens traitaient leur or dans la brousse. Et pour cela, ils utilisaient des produits chimiques tels que le mercure, le cyanure. Face à cette pollution, il fallait dès lors trouver une solution. Un centre de 10 hectares dans lequel on peut trouver pour la première année plus de 400 unités de traitement.
En attendant la validation du projet, les autorités administratives prônent pour la fermeture des sites d'orpaillage pendant l'hivernage. Les orpailleurs n'ont pas de vacances et je vais créer des moments de vacances pour ces orpailleurs. Le projet national d'encadrement et de promotion de l'exploitation minière artisanale et le centre de traitement de l'or, qui devrait coûter plus de 3 milliards de francs CFA, a été lancé à Kédougou par le ministre des Mines et de la Géologie. Venons-en au dossier du 20h consacré à la pauvreté et à l'inégalité sociale. L'histoire d'un père de famille veuf depuis 15 ans qui traverse des moments difficiles sans emploi. Hamadi et sa famille vivent dans une extrême pauvreté, vous allez le voir. Une seule pièce pour toute la famille, un toit sans eau ni électricité chez les Dia. La faim permanente est une triste réalité. Le dossier est ficelé par Fatih Djeng et Abdoulaye Anne. Cette chambre est l'unique pièce de cette maison. Ici vivent Hamadija et sa famille. Une petite chambre sans meubles, pas d'eau, ni d'électricité. Un décor triste. Ce père de famille a du mal à rester assis pendant longtemps à cause de sa maladie. Il a quitté son Fouta à la recherche d'un mieux-être. 4 décennies dans le Ndoukoumane en tant qu'éleveur à Dakar depuis le début des années 2000. Sa situation va de mal en pis. Je suis obligé de tendre la main, malgré ma santé fragile. Joindre les deux bouts, un luxe qu'il ne peut pas s'offrir. Les différents chapitres de sa vie, aussi différents que douloureux. Hamadi a connu les inondations. J'ai été une victime des inondations du temps d'Abdoulaye Wade. Les inondations, des moments qu'il n'oublie jamais. Son épouse meurt, lui laissant leur bébé, devenu aujourd'hui un jeune homme. Mon fils est né sous les tentes installées pour les sinistrés. Farba a bien grandi dans la précarité. Il abandonne l'école et collectionne les petits boulots. J'ai 15 ans et j'aide mon père. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné l'école. Parler de sa situation sans pleurer, impossible pour le jeune homme. L'orphelin et le veuve partagent leur difficile quotidien, ici à Niatimbar. Si, il m'arrive d'avoir très faim. Parfois, on prépare à manger, mais ce n'est pas toujours le cas. Hamadija, 81 ans, et sa famille vivent au jour le jour. Ils côtoient maladie, fatigue et faim. Des lendemains meilleurs, Farba et son père ne l'espèrent pas pour l'instant. Pour survivre, Hamadi est obligé de tendre la main. Merci Fatih. Avec ses multiples atouts, le Wallo pourrait nourrir le Sénégal et assurer ainsi l'autosuffisance alimentaire. C'est l'avis des jeunes acteurs agricoles de la vallée du fleuve. Ils demandent le renforcement des moyens de production et l'application sur le terrain des recherches modernes des chercheurs de l'ISRA pour assurer l'autosuffisance en riz. Regardez ce reportage de Ousseynou Diop et Habib Sek. Les jeunes du Wallo veulent le développement de cette partie nord du pays. Ils ont organisé la 2e édition de la Nuit de l'Excellence pour accompagner les producteurs et autres acteurs de développement qui s'activent pour l'émergence de la zone. Il y a les ressources premières qui sont là, à travers les terres sont là, l'eau est là. Et je pense que ce qu'il faudra en appoint, c'est mettre les moyens du bord pour faciliter les travaux de la SAED. Ces jeunes plaident surtout pour le renforcement du matériel agricole et l'application des résultats des recherches effectuées par les chercheurs de l'ISRA. Mais également les recherches que l'ISRA mène en permanence. Et je pense que c'est à travers ces actions que ces structures déconcentrées de l'État mènent en permanence, nous pourrons véritablement prétendre à une sécurité alimentaire qui passe même au-delà de l'autosuffisance agricole. Le Wallo, grenier du Sénégal, avec ses multiples atouts et avantages pour nourrir le pays,
Ici, plusieurs milliers d'hectares de terre attendent d'être emblavés, des superficies qui peuvent maintenir les jeunes dans leur terroir. Agricole. La population aussi n'est pas du reste. Vraiment, elle a joué sa partition par rapport à ce développement agricole. Maintenant, je pense qu'il va falloir dégager peut-être d'autres stratégies beaucoup plus solides, beaucoup plus durables, vraiment, compte tenu que le Waalo peut aujourd'hui vraiment nourrir tout un pays, le Sénégal. L'organisation de la deuxième édition de la Nuit de l'excellence du Waalo a permis aux organisateurs de saluer les efforts du gouvernement dans le domaine agricole. Ils ont aussi invité l'État à accompagner davantage les producteurs de la zone nord. Et l'on reparle de la mise en circulation du train express régional et faisons plus ample connaissance ce soir avec Amina Mansour-Hossein, la première femme conductrice du TER, la technicienne ferroviaire star du voyage inaugural. Qui est cette femme? Quel est son parcours? Nos équipes l'ont rencontrée, Mamadou Fall et Alun Diagne. Derrière cette mine très joviale se cache une dame de fer. Battante, ambitieuse, rigoureuse, Amina s'est réveillée dans une cabine d'un TER, manipulant boutons et manettes pour conduire la première personnalité du Sénégal. La traversée du TER de Dakar à Diamniadio avec comme hôte Macky Sall n'est pas chose aisée. Il faut être calme, dominer sa peur, nous confie la première conductrice du TER au Sénégal. La persévérance, donc oui, comme vous dites aussi, le calme. Donc il suffit tout simplement d'être posé, d'être attentive, d'être concentré sur ce que l'on fait pour pouvoir réussir cette mission extraordinaire. Fierté d'avoir eu l'honneur de pouvoir transporter à bord de notre TER son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que ce n'est quand même pas donné. Pourtant, elle n'est pas née avec une rame d'argent dans la bouche. La jeune fille s'est forgée avec abnégation. Après avoir obtenu son baccalauréat série L'1, Amina Mansour a pris le bus et direction Sanar, l'université Gaston Berger. Ici, elle est formée en communication. Conduire le TER ne lui a jamais traversé l'esprit, mais en bonne dame de fer, son cursus et ses nombreuses expériences l'ont menée à la CETER. J'ai été au lycée moderne de Dakar, là où j'ai fait tout mon cursus secondaire de la 6e à la terminale. Ensuite, j'ai eu mon baccalauréat en série L' là-bas. Et par la suite, c'était en 2014, orientée à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'UFR CRAC, pour suivre la formation en communication. Après plus de 8 mois de formation, elle est sortie major de sa promotion. Une consécration faisant d'elle une personne centrale dans le trafic ferroviaire. Bon cœur, elle souhaite partager ses connaissances, puisque seul le Sénégal compte. Bon, ça demandait quand même de l'engagement et de l'engagement. Parce qu'il faudrait être très motivé, très engagé pour pouvoir persévérer dans le métier inconnu. Parce que c'est un projet inconnu pour tout le Sénégal. Donc il fallait persévérer à longueur de temps, il ne fallait pas lâcher prise surtout. Parce qu'à un moment de la formation, c'était tellement dur, tellement compliqué qu'on pensait même à abandonner. Donc ça nous a traversé l'esprit, mais quand même de l'engagement pour pouvoir y arriver. Et nous y sommes arrivés finalement. Donc j'en suis sortie majeure de notre école. Et j'en suis quand même très fière parce que je suis une jeune Sénégalaise. Issue d'une famille polygame, la jeune dame de 27 ans a fait ses humanités à la Padoie buldeuse. Merci Mamadou et bravo Amina. Le TER a malheureusement aussi fait des malheureux. Le projet a entraîné des expropriations. En revanche, le directeur Abdoundene Nessal, directeur général de la CNTR, rassure. Selon lui, le processus d'indemnisation des familles déplacées suit son cours. Quand même 16 022, soit 99,96% ont été conciliés. C'est-à-dire on est d'accord. Sur le montant, il reste simplement de décaisser l'argent pour le donner quand même à la personne affectée. 15 231, c'est-à-dire 95,02% ont été payés. Ils ont reçu le chèque. Il reste 5%. Et ces 5%, quand même, le président a donné des ordres et des indications claires pour que l'État du Sénégal s'occupe de ça,
Et puis fenêtre sur le monde, dans l'actualité internationale, l'effondrement d'une mine d'or qui a fait une trentaine de morts au Soudan. Le Niger, où le scandale financier au ministère de la Défense s'est soldé par une transaction entre l'État et des fournisseurs du ministère. Et puis la France qui a atteint le chiffre record de 200 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures seulement. Le récit de Daniel Diouf. Au moins 31 travailleurs morts dans l'effondrement d'une mine d'or dans le centre du Soudan. 8 autres toujours portés disparus mardi. Ces mineurs n'étaient équipés que d'outils artisanaux. Les recherches se poursuivent dans cette mine située à 500 km à l'ouest de Khartoum, la capitale. Le Soudan, troisième producteur d'or d'Afrique après l'Afrique du Sud et le Ghana. La France a franchi ce mercredi pour la première fois le seuil des 200 000 cas de contamination au Covid-19 en 24 heures. Le ministre de la Santé parle d'un raz-de-marée. Des chiffres qui donnent le vertige, a-t-il lancé devant l'Assemblée nationale ce mercredi. Plus de 208 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures sur le territoire français. Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui dit craindre une explosion des hospitalisations. Au Niger, les autorités ont renoncé à se porter partie civile dans l'affaire des détournements d'argent public au ministère de la Défense suite à une négociation de transactions financières entre les fournisseurs et l'État du Niger. Il y a eu des transactions intervenues entre les inculpés et l'État. Toute cette affaire avait débuté suite à un audit financier ordonné par l'ancien président de la République, Mahamadou Issoufou, dans les procédures de passation des marchés d'équipements militaires au ministère de la Défense nationale. Des surfacturations de plus de 70 milliards de francs CFA avaient été mises en évidence. Et puis une séance parlementaire interrompue mardi en Jordanie. Les députés qui débattaient de l'égalité homme-femme en sont venus aux mains, comme on peut le voir sur ces images, pour cause le qualificatif jordanienne ajouté au chapitre intitulé « Droits et devoirs des Jordaniens ». Une question qui a fait débat dans le cadre de la réforme constitutionnelle voulue par le gouvernement. Plusieurs députés se sont opposés à cette modification qu'ils jugent inutile. Pour l'un d'entre eux, ajouter ce mot serait un déshonneur. Ces propos ont provoqué la colère du chef du Parlement. Il a ainsi refusé d'ajourner la séance malgré l'agressivité des échanges. Une bagarre a fini par éclater entre plusieurs députés. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, deuxième galop d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal effectué cet après-midi à Thiès. Une séance axée sur le travail physique en prélude de la CAN. Cher Sadibou Diarra, le récit. L'équipe nationale du Sénégal continue sa préparation de la CAN Cameroun 2021. Les Lions, au nombre de 16, ont effectué leur deuxième séance d'entraînement au stade Lat Dior de Thiès. Le staff a mis l'accent plus sur le physique avec beaucoup de courses pour les joueurs dont les gardiens de but invités de la tanière. Celui du Casa Sport, Alioune Badara Fadi réserviste et son homologue du CNEPS Excellence de Thiès, Cheikhouna Tine. Les Lions, qui vont finalement recevoir le drapeau national le lundi 3 janvier prochain, espèrent encore décrocher un match de préparation à disputer au Cameroun. Pour le moment, aucun adversaire n'est désigné pour eux qui seront à Bafoussam 5 jours avant leur entrée en lice face au Zimbabwe le 10 janvier prochain. Et Khalidou Koulibaly, optimiste quant à sa participation à la CAN Cameroun 2021. Le capitaine des Lions déclare vouloir tout mettre en œuvre pour retrouver rapidement la compétition. Le voici. Ouais, le moral est toujours au beau fixe. Vous savez, j'ai souffert pendant un mois. C'était difficile parce que voilà, je ne savais pas si j'allais venir, mais ça va, les dernières semaines, ça s'est très bien passé. Donc, Inch'Allah, je vais essayer d'être prêt pour le premier match. Mais voilà, ça dépend aussi du staff. Mais pour le moment, ça se passe très bien et on verra bien. Mais voilà, je me suis bien soigné à Naples. J'avais un staff compétent à Naples. Ensuite, il y avait aussi la sélection qui me suivait. Et aujourd'hui, en arrivant ici, les docteurs et le staff de la sélection sont bien à l'écoute. Donc pour l'instant, alhamdoulilah, ça se passe bien. On s'attendait à aller à Kigali tous ensemble, bien préparer cette CAN-là. Mais voilà, la CAF et la FIFA en ont décidé ainsi. Ils ont laissé les joueurs dans leur club.
voilà, il faut être juste positif, il faut penser que ceux qui sont venus pour jouer la CAN sont très contents. Nous, on est très heureux d'être ici aujourd'hui, très fiers de faire partie de l'équipe du Sénégal. Donc voilà, il y a du bouleversement, mais il ne faut pas oublier, on est dans notre pays, on est au Sénégal, il y aura la ferveur du public et c'est bien aussi de s'imprégner de cette ferveur-là, d'être au pays, être chez soi, bien préparer la CAN et ensuite aller au Cameroun pour pouvoir faire quelque chose de bien. Mais je pense que les joueurs sont assez responsables pour bien préparer cette CAN, même si on ne va pas au Rwanda, Inch'Allah. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans la dernière partie de Soir d'Info avec Ndeye Fatou et Pape Abdoulaye. Vous recevez ce soir Madame Fatou Blandin Diop. C'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif Diop.